Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous pour un podcast très matinal puisqu'il est très tôt au moment où nous enregistrons. Nous n'avons jamais enregistré un podcast à cette heure-là et c'est Grégory Richard qui est avec moi. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Et j'ai oublié de dire bienvenue dans l'épisode numéro 293 du podcast Jean Actu parce que c'est quand même un épisode officiel numéro 293. On n'a pas l'habitude de l'enregistrer à cette heure-là, il est un peu plus de 5h30 du matin, la draft est en train de se finir. On commence à enregistrer notre podcast de débrief pendant les derniers choix. Grégory donc, nous avons vécu le premier tour de la draft et nous le débriefons à chaud pour que nos auditeurs puissent écouter ça dès le matin. Bienvenue à vous donc si vous vous réveillez et bienvenue, bonsoir à vous si vous nous écoutez plus tard. Grégory, le premier tour est dans la boîte. On va commencer sans plus tarder, pas de jingle, on rentre dans le vif du sujet. C'est un débrief à chaud de ce qui s'est passé au niveau de la draft NFL et Kyler Murray est le premier choix de la draft. On va évidemment commencer par ça. C'était la grosse intrigue. Les Cardinals allaient-ils sélectionner un quarterback alors qu'ils ont Josh Rosen dans les parages? Au moment où on parle, Josh Rosen est toujours dans les parages, mais Kyler Murray est le quarterback. Aujourd'hui, il y a zéro doute que Josh Rosen est partant. C'est fini. Et partant, c'est-à-dire sur le fait que on l'échange. Ah oui, sur le fait qu'il s'en aille, oui, ça me paraît compliqué quand tu investis autant qu'un premier choix de draft. Alors certes, c'était leur position initiale et peut-être que s'ils avaient sélectionné plus bas, ça aurait peut-être. Je sais pas comment dire ça correctement. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, t'investis pas un premier tour en tant que nouveau coach sur un autre quarterback si le quarterback qui était déjà là te semble faire l'affaire. Donc oui. Pour moi en l'occurrence, c'est un désaveu oui, total. Voilà. Après, il faudra voir éventuellement qui est intéressé. Il y a quelques points de chute, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a quelques pistes, quelques franchises qui étaient pressenties pour récupérer Rosen. Et qui finalement a priori ne le feront pas vu qu'ils ont sélectionné les quarterbacks au premier tour. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a de très fortes chances que Josh Rosen ne soit plus du côté de Glendale dans les prochaines semaines. Alors clairement, on peut prendre de l'avance. On peut vous dire que les Giants ont sélectionné un quarterback, que les je suis en train de chercher les Redskins, ont sélectionné un quarterback et on en est à peu près là. Il n'y a eu que 3 quarterbacks pour l'instant pris dans le premier tour. Au moment où on vous parle, encore une fois, ça se finit là au moment où il reste quelques choix. Mais oui, 3 quarterbacks. Donc en effet, il y a des pistes qui se sont bouchées. Il reste éventuellement Miami si Miami pouvait être intéressé par lui. C'est un peu la piste dont j'avais parlé. Et Denver peut-être. Denver et on avait dit projet Patriots éventuellement. Peut-être. Sachant que Bill Belichick a déjà grillé des choix du second ou troisième tour sur des quarterbacks projets derrière Tom Brady et qu'il a revendu parfois plus cher, parfois moins, mais en tout cas ça peut être aussi une piste. En tout cas ça reste ouvert. Kyler Murray, donc maintenant si on prend le parti de dire c'est fini pour Josh Rosen, Kyler Murray chez les Cardinals avec Cliff Kingsbury qui est le nouveau coach, est-ce que tu y crois? Oui, en tout cas, il y a une marge de manœuvre, un head coach qui sait à peu près l'utiliser, avec encore une fois un style de jeu très spectaculaire, très aérien, qui sera vraiment en mesure de bien exploiter ce style de jeu très universitaire avec des fenêtres identifiées très rapidement et un bras canon pour les exploiter comme il se doit. Après, c'est un peu à double tranchant parce que voilà, Kyler Murray arrive avec un gabarit relatif, un style de jeu qui au niveau de la NFL doit faire la transition avec un head coach qui lui-même doit découvrir la NFL et justement ses adaptations nécessaires pour mettre à mal les défenses adverses. Donc ça me paraît quand même un double apprentissage qui va quand même être un petit peu lourd à négocier pour les Cardinals, je pense, dans un premier temps. Mais voilà, on fait en sorte que tous les gens qui collaborent ensemble soient vraiment à l'unisson. Et on l'a dit dès le début, c'était un coup de poker tenté par le GM Steve Keim. Voilà,
le coup de poker, il va falloir le tenter jusqu'au bout. Ça peut se casser les dents au bout d'une saison. Bon, après... Ah oui, au bout d'une saison, carrément, pour toi, ça peut... Tout dépendra de ce qui sera démontré en 2019. Bon, après, ils ont... Si l'expérience Kyler Murray est très peu concluante au terme de la première année, je sais pas si les propriétaires de la franchise vont être hyper patients, mais bon. Ah bah, après, ils ont encore un premier choix, au pire, hein, donc ils peuvent reprendre un quarterback. Ouais. Ils peuvent faire ça tous les ans. On va voir. Mais après, les points positifs, c'est que oui, alors il y a du boulot à faire au niveau de la ligne offensive, hein, toujours, mais il aura quand même autour de lui David Johnson, Christian Kirk qui a fait une bonne première saison, Larry Fitzgerald, ce qui est quand même mieux que certains Oui, dans certaines on autres dira équipes. que Josh Rosen avait les mêmes armes l'année dernière, même C'est si le vrai coaching aussi. staff n'était pas le même et notamment l'expérience offensive du head coach n'était pas du tout la même que celle de Kingsbury. Mais bon, oui, non, il y a des... Encore une fois, hein, je l'aurais pas vu partout Kyler Murray. La Arizona, au bout d'un moment, tu t'en venais à te dire que finalement, il y avait des pistes qui rendaient la chose crédible. Donc voilà, allons-y maintenant, voyons ce que ça va donner. Mais bon, je suis moins pessimiste sur cette sélection à Arizona que j'aurais pu l'être sur un autre point de chute, par exemple les Giants, voire par exemple les Broncos. Oui, c'est vrai que c'était des conditions différentes. Allez, tiens, plutôt que de remonter tout de suite, on va faire quarterback d'abord. Tiens, on va faire quarterback d'abord. Kyler Murray a donc été le premier. Et le deuxième, c'est plutôt une surprise. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut aller vers ça tout de suite. C'est le 6e choix, les Giants. On s'attendait peut-être à ce qu'ils choisissent un quarterback. Ils ont choisi un quarterback. Ils ont pris Daniel Jones de Duke, qui sort donc avant Dwayne Haskins, qui était disponible encore à ce moment-là. Et donc Daniel Jones de Duke, présenté, alors qui a été coaché par le même coach que les frères Manning, hein, si je dis pas de bêtises, Tout à fait. pendant son passage universitaire, mais qui n'est pas non plus présenté comme un phénomène. Alors c'est pas du tout à la hauteur des Manning à l'époque, hein, clairement. Voilà, moi on me l'a plus présenté comme un joueur qui peut être efficace s'il est bien utilisé, mais qui n'est pas un quarterback forcément hyper autonome, quoi. Alors, je me permets d'anticiper un peu parce que je sais pas si ce sera ta question après, mais pour le coup, si on englobe Daniel Jones et Dwayne Haskins, pour comprendre les raisons qui expliquent le fait que l'un a été sélectionné avant l'autre, alors qu'il y a longtemps eu ce flirt entre les Giants et Haskins. On se rappelle du quarterback qui avait notamment posté sur Twitter que voilà, son amour de la franchise, le fait qu'il suivait l'équipe depuis tout petit, etc. etc. Il y a quand même une question d'expérience, je pense qu'il a quand même joué. Daniel Jones a un petit peu plus d'acquis, on dira, un QI football un peu plus développé, je pense, que Dwayne Haskins aujourd'hui, même si Haskins pour moi a beaucoup plus de talent intrinsèque dans son jeu, avec un bien meilleur bras, avec en termes de précision, c'est pas aussi flagrant sur certaines zones du terrain, mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire. On sent que c'est vraiment un leader dans l'âme également. Voilà, je pense qu'il y a un côté peut-être un peu plus poli du côté de Daniel Jones, un projet sur lequel on se dit que voilà, il y a beaucoup d'attributs qui sont déjà développés, et comme tu le disais, après c'est éventuellement réussir à bien lui apprendre les autres fondamentaux, enfin en tout cas la discipline NFL, pour vraiment l'aider à développer un peu plus son jeu. Donc c'est vraiment une question d'expérience et peut-être Tu penses pas qu'il est limité? Si, je pense quand même un peu. Bon, voilà, on est d'accord. Je pense quand même un peu, encore une fois, on en parlait dans le fauteuil, mais c'est vrai que je le comparais un peu à Ryan Tannehill, j'ai du mal à avoir une autre comparaison. Bon, moi, quand on me dit Ryan Tannehill ou Matt Ryan, je sais pas si ça peut être un Matt Ryan, mais bon, après, c'est compliqué à dire. J'ai pas forcément moi, j'ai mon avis de l'extérieur. Les franchises NFL, elles ont tout un processus draft où elles rencontrent les prospects, où elles s'interrogent, machin, bidule, qui l'a côtoyé, pourquoi ses amis sont pas allés à son anniversaire. Oui. On n'en est pas là. Pour paraphraser un grand moment du cinéma Exactement. américain. Mais non, tout ça pour dire que oui, non, il me paraît limité. Maintenant, je te mentirais si je te disais que Dwayne Haskins l'est pas également. Voilà, c'est... Alors, tant qu'on fait le parallèle, donc Dwayne Haskins, lui, 15e choix par les Washington Redskins. Donc il sera dans la division des Giants, ils le verront 2 fois par an, ça c'est sûr. Alors lui,
Alors, il a des limitations, tu me dis, mais visiblement des limitations différentes, puisqu'il a un meilleur bras, physiquement, il a l'air d'être au-dessus. Voilà, physiquement, en termes de bras, et encore une fois, je le dis, en termes de précision, même mécanique de lancer, c'est clairement pas ce qui me pose problème dans son jeu. Ce qui joue un peu contre lui, c'est cette question de la mobilité, de la gestion de la poche en règle générale. Peut-être là où Daniel Jones s'en sort un petit peu mieux, même si on a vu certains matchs où sous la pression Daniel Jones c'était pas complètement rassurant, mais en tout cas, voilà, même si pour moi c'est tempéré de par la faible expérience qu'a Dwayne Haskins en universitaire, parce que voilà, il a vraiment été titulaire que on va dire 1 an et 1 mois pour grossir le trait. Ça l'a pas empêché sur des matchs coup près d'être présent contre des grosses défenses. J'avais cité le match à Michigan par exemple lors de la saison où il relève JT Barrett qui est blessé à ce moment-là. Voilà, je veux dire, c'est un joueur qui a pas peur, qui lui également est un leader. C'est pas le même tempérament que Daniel Jones. Je pense que c'est un joueur qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus teigneux entre guillemets sur un terrain. Et Daniel Jones, voilà, je pense qu'il sera beaucoup plus dans un profil de gestionnaire. Et c'est un peu ce qui m'embête parce qu'on risque de retrouver avec Daniel Jones les choses qu'on pouvait regretter ou en tout cas reprocher plutôt à Eli Manning, et c'est là où on dira qu'Eli Manning a gagné 2 Super Bowls. Alors si Daniel Jones fait pareil, on lui dira bravo, mais en tout cas c'est sûr que le profil est quand même assez similaire. C'est une manière de jouer la continuité. C'est ça. C'est une manière de jouer la continuité. Il n'y aura pas de rupture brutale à la Arizona Cardinals. Pour Washington, par contre, c'est quand même plutôt un bon choix. Ils ont eu la chance que Dwayne Haskins leur tombe dessus en 15e position, ce qui n'était pas forcément attendu. Ils ont la blessure d'Alex Smith à pallier, donc finalement, ils récupèrent un jeune quarterback qui peut être un franchise quarterback, qui était considéré comme un potentiel top 5 à un moment de cette draft. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose, cette draft pour les Redskins. Et surtout qu'ils tombent avec ce qui reste, selon moi, un des fameux quarterbacks gourous de la ligue, parce que malgré tout, enfin voilà, Jay Gruden c'est aussi celui qui a permis à Kirk Cousins de vraiment exploser sur la durée, même si Cousins avait quand même montré quelques petites choses déjà sous Mike Shanahan, mais en tout cas il a vraiment permis son développement continu. C'est pas uniquement du fait de Gruden si Cousins n'est pas resté à Washington, et derrière on a vu qu'avec Alex Smith, même si il a conservé sa fameuse échelle, il a quand même permis aux Redskins d'être efficace, et ça aussi je le disais, d'être en tête de la NFC Est pendant un petit moment avant qu'il se blesse de manière fâcheuse contre Houston. Non, il y a quand même des performances offensives assez régulières sous Kyle Shanahan, donc il ne faut pas lui retirer ça. Sous Jay Gruden. Sous Jay Gruden, pardon. Je mélange Shanahan, Gruden, les familles, etc. Donc on a fait le tour des 3 quarterbacks. On va revenir un petit peu dans le tableau. Pour les Redskins, on reparlera d'ailleurs, ils ont fait un autre choix qui est très intéressant. On va reprendre dans l'ordre et on va donc passer un peu plus choix par choix. Le numéro 2, donc après Kyler Murray, c'était Nick Bosa. Là, bon, c'est un choix quand même qui était à la fois attendu et logique. Oui, rien de bien étonnant en soi. Un choix qui reste assez convaincant. Il y avait des besoins sur le pass rush pour en plus être complémentaire de Dee Ford arrivé pendant l'intersaison. Donc la défense de San Francisco, quand on avait besoin, reçoit un petit peu d'aide, et c'est de très bon augure à l'orée de la saison 2019. Et c'est une équipe où il y avait des trous ailleurs, mais je pense que c'est pas non plus une mauvaise stratégie de blinder un secteur comme le pass rush, où on sait qu'aujourd'hui c'est passer et stopper la passe, quoi. Oui, bien sûr, mais ils ont investi massivement sur Garoppolo pour améliorer leur attaque. Le quarterback de la défense aujourd'hui, à une époque c'était le middle linebacker, maintenant c'est quand même un petit peu plus la ligne défensive et surtout les pass rushers qui sont vraiment les vedettes de ce poste-là, de cette escouade en tout cas. Et voilà, et avec Eddie Ford et Nick Bosa, là ils ont très sérieusement de quoi faire du grabuge et mettre efficacement sous pression Jared Goff, Russell Wilson et du coup désormais Kyler Murray. C'est vrai qu'ils se retrouvent dans la même division. Donc Nick Bosa, c'était un choix logique. On passe aux Jets en 3e position. Quinnen Williams. Alors là, il y avait un peu plus de doutes. On l'a dit, nous, pendant le live, tu l'avais dit très bien. Josh Allen, parce qu'ils avaient raté Anthony Barr, donc ça pouvait être un choix intéressant. Il y avait un peu le même profil. Finalement, on reblinde la ligne défensive, où il y a pourtant déjà quand même une star avec Leonard Williams. Je pense qu'on peut dire que c'est un joueur quand même qui s'est bien établi en tout cas. Alors il avait fait des débuts très fracassants, ça s'est un peu calmé. C'est ça. C'est un peu la question. C'est aussi là-dessus où c'est compliqué à analyser le choix des Jets. Alors,
Encore une fois, on a dit on va pas analyser que le talent du joueur en tant que tel. Première chose, c'est vrai qu'on parlait longtemps de trade down pour les Jets, notamment pour récupérer ce deuxième tour qu'ils avaient bazardé pour récupérer Sam Darnold l'année dernière. Manifestement, ce ne sera pas le cas, et il y a quand même beaucoup d'autres besoins qui restent en effet à consolider. Je pense à la ligne offensive. En effet, le poste de linebacker, ce serait pas du luxe. Mais bon, après, niveau défensif, ce qui était toujours un petit peu bâtard, c'est justement de savoir sur quelle formation on est. Alors, a priori, Greg Williams, c'est de la 43, mais on part sur quelque chose d'un peu hybride avec des joueurs qui ont été re-signés. Je pense à Henry Anderson qui est un peu plus sur de la 34. Quinnen Williams a été annoncé sur le podium en tant que nose tackle, mais je sais pas s'il a déjà la capacité d'être un nose à temps plein. Mais j'ai envie de te dire que en cas de doute, autant prendre le meilleur joueur défensif disponible, non? On est d'accord, sauf que les Jets l'ont souvent fait ces dernières années. Ça a donné des bonnes choses avec par exemple Jamal Adams, ça en a donné des moins bonnes avec un Leonard Williams qui s'est un petit peu reposé sur ses acquis, on dira, au fil des saisons, dans un système qui était pourtant censé lui convenir le mieux. Donc c'est là aussi où bon, tu te poses quelques questions. C'est bien d'avoir une défense qui globalement l'année dernière m'a pas non plus paru catastrophique, hein. Quoi qu'on puisse en dire, Todd Bowles défensivement on pouvait pas lui reprocher grand chose, mais c'est sûr que le niveau de l'attaque, à part cette espèce d'éclaircie Ryan Fitzpatrick lors de sa première saison du côté de New York, on peut pas dire que l'attaque de New York a été hyper convaincante. Donc c'est bien de dire que Sam Darnold va changer le visage de la franchise, mais si tu lui mets pas suffisamment d'armes pour bien l'entourer et permettre à cette équipe d'être convaincante, ça peut finir par stagner. Ouais, ça peut, mais après, encore une fois, moi j'ai rarement du mal avec une équipe qui prend le meilleur joueur disponible si mais moi non est si plus, fort mais que ça, quoi. Moi non plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte, et du côté des Jets, on a souvent eu cette politique ces dernières années, pas forcément à bon escient. Bon, on verra ce que ça donne, mais je te sens moyen sur ce choix. Mais encore une fois, le joueur est très bon, c'est pas ça que je critique, hein, c'est qu'il y a d'autres besoins à considérer, et là il faut attendre un troisième tour pour espérer tomber sur une belle surprise, ce qui est loin d'être sûr. Après, on peut pas tout avoir, hein, c'est aussi le jeu de la draft, hein. Des fois, il faut faire des choix et espérer tomber bien sur les tours suivants. Le premier choix étonnant de la soirée, ça a quand même été celui-là, c'est le numéro 4 des Raiders, Clelin Ferrell, donc 4e choix des Raiders. Defensive end qui sort de Clemson, qui est un bon joueur, mais qui était quand même pas attendu si haut. Non, c'est compliqué. Encore une fois, c'est compliqué à dire parce que derrière Bossa et Allen sur le papier, ça se jouait quand même dans un mouchoir de poche. Honnêtement, les pass rushers qui étaient principalement attendus, ça restait à peu près du top 10 ou du top 15. Et après, c'était en fonction de l'équipe qui était intéressée. Les Raiders avaient des besoins sur la position de defensive end. C'était l'équipe avec le moins bon nombre de sacs la saison passée, avec un poste qui n'avait pas été suffisamment considéré selon moi pendant l'intersaison. Donc à un moment donné, il fallait sélectionner un joueur. Manifestement, Montez Sweat a inquiété pas mal d'équipes vu qu'il a chuté de manière assez conséquente. Je pense que Brian Burns, son physique a peut-être un petit peu effrayé Mike Mayock et John Gruden. Donc après, on s'est retourné sur un joueur qui était peut-être un petit peu plus conforme, on va dire, au système défensif que voulaient mettre en place les Raiders. Donc c'est pas mon joueur préféré, c'est pas mon defensive end préféré sur cette classe. Maintenant, en termes de besoins et en termes d'impact potentiel dans un système préférentiel, c'est pas ce qui me choque le plus. Donc même si 4e, on est un peu dans la même situation que Denzel Ward l'année dernière, c'est-à-dire que on l'attendait pas forcément en 4e choix. Maintenant, est-ce que c'est vraiment étonnant d'un point de vue besoin et d'un point de vue correspondance entre guillemets que ça se fasse? Moi, je le vois pas comme ça. D'accord, alors c'est marrant, on prend les contre-pieds. Donc là, tu es plutôt positif, même si le joueur n'est pas forcément le plus talentueux. Faut voir ce qu'on va en tirer. Alors, mais en tout cas, sa sélection n'est pas non plus un énorme étonnement non plus. Alors, tu sais quoi, on va grouper. Les Raiders, ils avaient 3 choix, donc on peut quand même les passer en revue. Ils avaient aussi le 24e, Josh Jacobs, running back, et le 27e, Jonathan Abram, safety de Mississippi State. Alors, moi j'ai eu ce mot pour rigoler quand on regardait ensemble les choix, mais
Je disais, John Gruden va gagner la NFL de la fin des années 90. C'est-à-dire que il a sélectionné un defensive end, un running back et un safety qui cogne. On en avait quand même pas mal rigolé dans l'émission. Je crois que c'est le premier safety sélectionné en plus. Hein. Non, il y a Savage avant. avant. Savage avant. Mais bon, c'est le deuxième safety sélectionné au premier tour. Et c'est un safety qui est quand même un safety de run-stop, de boîte, avant tout, quoi. Alors, moi, c'est ça le truc. Alors, je suis pas complètement d'accord avec toi dans le sens où si ça avait été un running back un peu bulldozer, un peu je rentrais dans le lard type Damien Harris, là, j'aurais été d'accord avec toi. Après, Josh Jacobs, on est déjà plus dans un côté assez explosif, bonne vision du jeu, etc. Après, je forçais le trait. Voilà, c'est déjà un poil complémentaire avec Isaiah Crowell. Et ça va permettre de rendre cette attaque d'Oakland justement pas aussi caricaturale que ça. Défensivement, par contre, le choix de Jonathan Abram m'a quand même pas mal surpris. Il me semble qu'ils ont quand même pas mal considéré le poste de safety. Alors, Karl Joseph, il y a toujours cette interrogation, est-ce qu'on veut le garder dans l'avenir ou pas? La Marcus Joyner a été signé, Eric Harris est revenu. Je sais pas combien ils espèrent empiler de safety, alors que sur le poste de corner, ils ont quand même des besoins. Ils étaient déçus de pas avoir eu Darwin James l'an dernier, visiblement. Ils ont dit qu'il faut qu'on prenne un safety. C'est un peu ça. Après, Paul Gunter veut avoir absolument un backfield défensif hyper fourni, ce que je peux comprendre. Mais je suis pas sûr que... mais encore une fois, Jonathan Abram en safety, tu l'as un peu dit. Moi, ce que je lui reprochais, c'est certes, il peut être excellent sur le run-stop, mais sur la couverture, il risque d'être une bonne passoire pendant les premières années. Donc, à un moment donné, c'est quand tu es dans une division où tu as notamment le MVP de la saison en titre, qui est du côté des Chiefs à un moment donné, et Philip Rivers, qui reste un excellent passeur. C'est là où je doute un petit peu plus. C'est pas honnêtement, pour 3 choix du premier tour, je sais pas comment dire ça, mais moi très clairement à l'heure actuelle, un Clelin Ferrell ne compense pas un Khalil Mack. Ah non. Et même si c'est pas du tout le même poste, je trouve dommage d'avoir laissé partir un Amari Cooper pour prendre un Josh Jacobs ou un Jonathan Abram, qui je pense en tant que deuxième tour aurait été largement suffisant également. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite des Falcons parce qu'ils viennent de sélectionner à nouveau et tu vas encore aimer. Est-ce que tu aimes Caleb McGarry, tackle de Washington? C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais... Alors, je te taquine, on y reviendra peut-être après, on va reprendre un peu le... Mais t'es en train de me dire qu'ils ont pris 2 linemen offensifs au premier tour. Exactement. Très bien. Exactement. Non, mais c'est bien, Dan Quinn a confiance en sa défense. Moi, je jugerai sur pièce. Voilà, ils ont monté un échange là au moment où je te parle avec les Rams. Donc, on va enchaîner. Donc, les Raiders, on a passé en revue. 5e choix maintenant, Devin White des Buccaneers, linebacker de LSU. Enfin, il était de LSU, maintenant il est aux Buccaneers. Là, on a pris middle linebacker. On voulait un commandant de la défense, quoi. Qui est quand même un chantier à Tampa depuis plusieurs années. Donc, je te confirme. Trouver un leader, c'est pas bête. Moi, c'est la seule chose qui m'inquiète un peu, parce que je l'ai dit, répété, Devin White, c'était un de mes joueurs préférés. Il était numéro 3 de mon big board début mars. Il n'a pas beaucoup changé depuis. Il devait être 5 ou 6 à l'orée de cette draft. Donc, ça correspond à la place où l'a sélectionné Tampa. Je les aurais peut-être vus aller vers un edge rusher, vers un lineman défensif un peu plus axé sur de la 34 éventuellement. Ils vont avoir des besoins sur le backfield défensif, que ce soit en corner ou en safety. Un receveur éventuellement pour bien épauler Mike Evans. Running back également, vu que Peyton Barber, c'est pas ce qu'il y a de plus constant. Enfin, c'est toujours la même question. C'est peut-être le meilleur joueur disponible sur le papier pour eux à ce moment-là. Mais est-ce que vraiment ça va leur permettre de franchir un cap significatif dès la saison prochaine? Je te sens pas fan du meilleur joueur disponible. Hein. Moi, je préfère les besoins. Après, si tu peux avoir les deux, c'est très très bien. Ça va tellement vite en NFL. Ah, écoute, tu me demandes mon avis. Moi, non, mais je te pose un contre-argument. Tu vois, il peut y avoir discussion. Et il peut y avoir... oui, non mais bien sûr que ça va vite en NFL. Tu vois, par exemple, Quinnen Williams, moi, pour revenir sur le choix des Jets, que tu n'avais pas l'air d'apprécier, Quinnen Williams, tu me l'avais vendu comme un talent tellement fort
que je comprends que les Jets puissent dire on en rajoute un, quoi. Et comme Oui. certaines équipes ont blindé des défenses comme ça. C'est aussi pour ça que je t'ai dit que sur les choix des Jets, ils avaient eu cette politique pendant des années et des années. Après, et que voilà, c'est pas pour ça. Tu ne peux pas savoir de toute façon un an à l'avance quels vont être les postes forcément. Bon, alors, c'est sûr que cette année on avait déjà un faisceau d'indices avec les linemen défensifs qui commençaient à peu près à être en âge d'être éligible pour se présenter à la draft, mais en l'occurrence c'est compliqué d'avoir systématiquement un coup d'avance pour dire bah tiens cette année oui. meilleur joueur disponible, je prends. Il y a une part de chance. Voilà, donc moi je me dis après c'est toujours pareil, c'est au cas par cas. Je vais pas reprocher à une équipe qui est globalement complète de dire je vais tourner vers le meilleur joueur disponible. Une équipe qui a beaucoup plus de besoins, avec quand même des chantiers assez importants. Là, on parle quand même d'un changement de système défensif, avec un nouveau coaching staff, etc. Après, tu juges beaucoup aussi par rapport à l'état général de l'équipe, ce que je peux comprendre, mais il n'y a rien qui est final. Ils peuvent encore échanger des gars demain, quoi. Ils peuvent. Et Leonard Williams, pour les Jets, par exemple, il peut partir demain, quoi. Je jugerai quand ils l'auront fait, mais en attendant, moi, ce que je juge sur pièce, c'est que ils ont 3 inside linebackers qui peuvent faire l'affaire, à savoir Lavonte David, Kendall Beckwith et donc Devin White, qui aura un impact, je pense, non négligeable dans cette équipe. Tout à fait. Mais voilà, après, il y a beaucoup de secteurs de jeu, notamment en défense, où je me dis que ça va peut-être prendre du temps à l'issue de cette première année, mais ils peuvent me faire mentir dès demain, en effet, avec le deuxième et troisième tour. Donc bon joueur, mais pas fan du fit pour voilà. Donc du fit de l'équipe et de l'intégration dans l'équipe. C'est dur à traduire ça. Daniel Jones, donc en 6 pour les Giants, on en a parlé, on va refaire un petit crochet Giants. Quand il y a une équipe qui a plusieurs choix, on va les faire ensemble. Les Giants, ils ont eu 2 autres choix, parce que il y a eu le 17e choix avec Dexter Lawrence, defensive tackle de Clemson, et ensuite ils ont monté un échange avec les Seahawks pour récupérer le 30e choix et sélectionner DeAndre Baker, cornerback de Georgia. Donc Dexter Lawrence, defensive tackle en 17, et j'ai dit DeAndre Baker, cornerback en 30. Donc on renforce la défense. Là pour le coup, on a pris le quarterback au début, mais maintenant il faut renforcer la défense. Là pour le coup, en termes de besoins, du côté de New York, c'était haut. Donc, le fait de renforcer la défense, tu veux dire que c'était Oui, il y avait un peu besoin quand même là pour le coup. Bah oui, visiblement. Donc est-ce que Dexter Lawrence et DeAndre Baker aident cette défense selon toi? Alors Dexter Lawrence, il va quand même aider parce que du coup on va se retrouver avec une ligne défensive qui va être assez agressive. Ce qui m'embête un peu avec Dexter Lawrence, alors Dalvin Tomlinson il peut être polyvalent, mais je trouve que ça fait quand même un peu doublon. Même si Dexter Lawrence, ça reste un joueur très atypique, c'est un nose tackle encore plus intimidant que Dalvin Tomlinson, qui encore une fois était peut-être un lineman un petit peu hybride, on va dire un Quinnen Williams en beaucoup moins imposant. Il peut jouer à plusieurs positions, mais je trouve que ça fait quand même un petit peu doublon. DeAndre Baker, on va dire que c'est une assurance concernant Sam Beal, qui a été drafté l'année dernière au 3e tour de la draft supplémentaire, et qui a fait une saison blanche, sachant qu'ils ont lourdé un cornerback ils ont laissé partir Eli Apple notamment. Donc il y avait des besoins à compenser là-dessus. Maintenant, manifestement, Shermer et Gettleman n'ont pas compris de leurs erreurs de l'année passée. C'est bien de prendre Kevin Zeitler en provenance de Cleveland, mais qui va protéger Eli Manning, qui va protéger Daniel Jones, qui vont être tes cibles dans une escouade de receveurs relativement petite. Moi, il y a une chose dont j'étais sûr dans la vie, c'était que Dave Gettleman allait prendre un lineman défensif au premier tour. Non, mais défensif au premier tour. Mais ça, à la limite, ça me pose pas de souci. Moi, je l'ai dit, un edge rusher ou un lineman défensif, c'était pas quelque chose qui me posait problème. J'ai déjà plus de mal avec le fait de prendre un DeAndre Baker en fin de premier tour, malgré le talent du joueur. Là encore, on est sur un profil assez... On avait dit que c'était une draft assez fouillée aussi sur les cornerbacks, il n'y avait pas de nom qui se détachait. Oui, voilà, mais bon, DeAndre Baker, c'est un joueur assez complet, c'est pas le joueur le plus rapide, mais ils ont Janory Jenkins pour ça, qui a le physique et la vitesse, donc à la limite ça peut être un petit peu compensé, mais ils vont avoir quand même des cornerbacks assez agressifs, une ligne défensive, comme je disais, assez agressive, donc ils vont mettre le paquet sur la défense. Peut-être pour laisser le temps dans un premier temps à Daniel Jones d'apprendre, j'imagine. Mais en tout cas, en termes de protection, je vois pas grand-chose. Donc là aussi, j'espère qu'on va me faire mentir au fil des tours, parce que pour l'instant, ça m'impressionne pas. Baker, c'est le premier cornerback et le seul cornerback qui sera choisi au premier tour, du coup. Puisque le premier tour s'achève au moment où je te parle.
avec D'accord. les Patriots qui viennent de choisir. Je vous garde le suspense pour la fin parce qu'on sait qu'on a énormément de supporters des Patriots qui nous écoutent. J'entends Camille se marrer derrière Donc, moi comme depuis ça- tout à l'heure, c'est Comme ça, génial. ils iront jusqu'au bout. Mais non, mais Camille, il est heureux. Les Seahawks ont enfin choisi quelqu'un. Donc, C'est donc ça. ils ont fait un choix quand même. Donc, Bravo. ils se sont décidés. Donc, les Giants, on a donc débriefé. On passe au 7e choix. C'est Josh Allen qui est donc tombé relativement bas, parce qu'on l'attendait très très haut dans la plupart des mock drafts. Josh Allen, edge rusher de Kentucky, donc qui va renforcer la défense des Jaguars. On parlait de renforcer des forces. Du côté de Jacksonville, la défense est quand même une force depuis plusieurs années. Il y avait eu quelques départs quand même, Malik Jetson, il y a eu des petits mouvements. Là, on remet directement du talent pur et brut. Là, il n'y a pas de question sur le talent du joueur. Et il redonne une infusion de pass rush à cette défense. En gros, je sens que tu vas me dire que t'es pas content parce qu'ils n'ont pas du prix de receveur. Bah, non, mais à un Il y a encore 6 tours. Encore une fois, on va faire une émission de débrief sur les 7 tours. Moi, si tu me demandes à l'heure actuelle, à l'issue du premier tour, mon ressenti, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment des équipes qui ont eu une saison catastrophique dans un secteur de jeu, CF Atlanta en défense, CF Jacksonville en attaque, comment ces équipes-là peuvent se dire, de toute façon, on s'en fout. Premier tour, on va asseoir notre force et puis on va... Tu voulais qu'ils prennent DK Metcalf en 7 ? Mais sans prendre DK Metcalf, il y a TJ Hawkinson qui part juste derrière en position de tight end. Il y a quand même des linemen, un Jonah Williams qui part 2 ou 3 choix après. Je veux dire, ton garde droit, c'est Cédric Ogbuy, bon sang, quoi. Au bout d'un moment, bref, donc ils ont une escouade de receveurs qui est hyper jeune avec un Marquise Lee qui revient de blessure. Sur le poste de running back, Leonard Fournette, on sait même pas comment ça va se passer vu qu'il s'embrouille avec ses dirigeants encore à l'heure actuelle. Enfin, c'est un bordel pas possible en attaque et on va nous dire bon bah on a signé Nick Foles qui a fait 5 matchs en 2 ans avec les Eagles, touché par la grâce et c'est bon, l'attaque s'est résolue. Oh dis donc, je te sens chafouin à 6h du matin. Bah non mais... Oh là là, j'en connais un qui supporte mal le manque de sommeil là. C'est connu plus positif. Ça doit être ça, mais je ne comprends pas cette logique. T'es plus timide quand il s'agissait de parler des busts dans les podcasts ça de doit preview. être ça, reparlons des busts si tu veux. Non mais voilà, je comprends pas cette logique en fait. Encore une fois, bon joueur, pas bon choix de... Ah, très bon joueur, c'est un des meilleurs joueurs de cette classe et je l'ai dit, ça c'est en plus sur un poste où a priori selon moi il sera le plus prolifique, en l'occurrence un poste de tight linebacker 43. Il va apporter dans tous les secteurs de jeu, il est physique, rapide, tout ce que tu veux, mais... Donc bon joueur, mais pas bon choix voilà, d'équipe. tu vas encaisser 10 points par match, mais tu vas en marquer 8. Je suis en train de découvrir qu'on est fondamentalement opposés sur pas mal de philosophies. Ouais. Moi j'aime bien l'idée de renforcer déjà un secteur s'ils n'avaient pas un joueur qui leur plaisait à ce moment-là. Bah moi je suis... Tu m'as vendu une draft de receveurs assez homogène, s'ils en trouvent un demain ou après-demain. Ah mais c'est pas les receveurs qui m'inquiètent, c'est la ligne offensive. La ligne aussi, oui. Ah bah oui, puis déjà, vu les joueurs qui sont partis au premier tour, déjà, qu'ils s'accrochent un peu. Il reste Cody Ford, je crois. Peut-être Jawan Taylor aussi. Il reste Jawan Taylor. Ah, tu vois, on verra. Si demain il récupère les deux. Je jugerai à l'issue des 7 tours. Imagine. Allez, TJ Hawkinson, tight end d'Iowa qui est sorti en 8ème position aux Lions. Là, on a bon joueur. Tu l'aimais beaucoup. Oui, besoin. Donc là, ça va. Voilà. Là, j'ai absolument aucun problème avec ce choix-là. Bon, bah voilà, c'est validé. On passe au suivant. On verra, en tout cas. Non, c'est un joueur qui manque un petit peu d'expérience, mais c'est très très prometteur. Et il avait le package total, hein, comme on dit un peu chez nos amis américains, le total package. Il sait tout faire en tant que tight end, on était d'accord. Ah oui, il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire. Je pense qu'il aura besoin de prendre un peu de gabarit, mais globalement, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes en NFL. Pousser la fonte, on peut le faire. Oui, ça se fait très bien. Numéro 9, Ed Oliver, en provenance de Houston, de la fac de Houston. Il est defensive tackle, il va aux Bills. Il était très heureux, Ed Oliver. Est-ce que les Bills ont trouvé justement, son nom m'échappe, leur defensive tackle qui est resté pendant des années au centre de la ligne et qui a été pro bowler. Kyle Williams. Voilà, est-ce que c'est le successeur de Kyle Williams, Ed Oliver? Ça peut, en tout cas, ce que je disais, je pense que c'est assez complémentaire de Starlo Tulele. Ça apporte du soutien sur le pass rush. Ça restait un poste à besoin malgré tout. Donc là, tu vois, Et pourtant, offensivement, il y a des besoins du côté de Buffalo, mais ça me paraît beaucoup moins prégnant que du côté de Jacksonville. Donc là, je me dis, la défense était déjà très très bonne à Buffalo. Bon, on renforce quand même la ligne défensive qui, en fonction des rencontres, était un peu inconstante.
Voilà. Ed Oliver, ça fait du sens complètement. Donc voilà, moi je dis, j'achète du début à la fin. Ça marche. Devin Bush en 10e position, linebacker de Michigan, il va aux Steelers parce que les Denver ont échangé leur choix, ils l'ont filé à Pittsburgh, pardon. Devin Bush en linebacker, alors il y a eu, je l'ai pas sous les yeux au moment où je te parle évidemment, mais il y a eu donc échange. J'essaie de retrouver la compensation pour ne pas te dire une ânerie. Évidemment, je ne la retrouve pas au moment où je te parle, je vais essayer de retrouver ça. Je crois que c'était un 3e tour et un deuxième... non, c'était un 2e tour et un 3e tour l'année prochaine. De mémoire, j'avais trouvé ça assez cher payé, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, donc Devin Bush est... On va se concentrer de toute façon, là, plus que sur les valeurs échangées, etc., sur les joueurs qui sont arrivés dans les équipes. Et donc, Devin Bush est un Steelers. Il cherchait un remplaçant à Ryan Shazier, il cherchait un linebacker. Est-ce qu'ils ont ce qu'ils cherchaient? Oui, après ce qui m'embête c'est que, enfin ça je l'ai dit lors du fauteuil, mais le joueur est bon, il est complet, il sait faire énormément de choses, ça y a pas de souci. Maintenant l'année dernière, même si ça manquait de stars sur le poste d'inside linebacker, j'ai même pas eu la sensation que c'était un poste à défaut du côté de Pittsburgh. Alors c'est peut-être une mauvaise impression, hein, mais j'avais quand même la sensation que les joueurs qui étaient là, les Vince Williams, les LJ Fort, je sais plus qui d'autre d'ailleurs est parti en cours de route, mais en tout cas John Bostich je pense qu'il était là, mais enfin bref, c'était, voilà, ça restait quand même relativement homogène, même si en effet il manquait peut-être ce linebacker star à la Ryan Shazier. Il y a d'autres postes qui me paraissaient assez importants et il balance un 2e tour. Bon, pour le coup les Steelers ça reste une équipe assez complète ces dernières années. Là bon, je leur laisse le bénéfice du doute. Devin Bush, ça me paraît très haut. Après, bon, là, je suis un peu plus compréhensif, on dira, en me disant, bon, bah, voilà, c'est un joueur qui leur plaisait, ils l'ont jamais caché, donc tentons le coup, et puis voyons si ça s'améliore. Mais bon, pour le coup, le coordinateur défensif, Keith Butler, m'a rarement interrogé sur la défense contre la course, c'était plutôt contre la passe, où des fois, il est pas toujours les fils qui se touchaient, donc là c'est là où il va falloir se poser un peu plus de questions et il va falloir voir sur le pass rush ou sur la couverture de passe et sur le poste de corner notamment ce qu'ils vont être capables de proposer pour s'adapter. On passe au numéro 11, Cincinnati Bengals, Jonah Williams, offensive tackle d'Alabama. Bon joueur, bon choix d'équipe. Ils avaient du besoin sur la ligue, hein, là. Oui, enfin, on sait pas ce qu'ils vont en faire de Jonah Williams en fait. C'est un peu le cas Billy Price l'année dernière, c'est-à-dire bon bah voilà, on a un lineman offensif en plus. Pour en faire quoi? Tu vas le mettre en tackle droit alors que tu as signé un gros contrat à Bobby Hart pendant l'intersaison. Tu vas le mettre sur l'intérieur de la ligne. Ce à quoi je crois plus après avoir signé John Miller en provenance de Buffalo. Il faut voir. Pour un tackle, 11e choix, c'est pas une mauvaise solution. S'il l'utilise en garde, sur un poste où Jonah Williams va quand même devoir s'adapter dans un premier temps, bon, c'est... Est-ce qu'il est... Enfin, il y a quand même pas mal de blessés en général dans cette ligne, non? Si je dis pas de bêtises, Cordy Glenn, c'est pas non plus l'assurance tout risque de folie. Je vais pas te dire de bêtises, sa dernière année à Buffalo, où ça lui a porté préjudice parce qu'en effet derrière il a été envoyé à Cincinnati, il me semble qu'année dernière il a joué tous les matchs. Bon, je veux pas encore une fois, hein, je connais pas toutes les stats dans le détail, mais en tout cas il me semble pas que son année était particulièrement perturbée par les blessures à répétition. 13 matchs la saison dernière, 6 la saison d'avant, 11 la saison d'avant. Oui, ça peut être un joueur fragile après. Mais encore une fois, Cordy Glenn, c'est le tackle gauche. De ce qu'on avait dit de Jonah Williams, on peut me faire mentir, hein, ce serait bien pour les Bengals, mais je vois pas Jonah Williams comme un tackle gauche à l'heure actuelle. Bon, donc besoin, mais on sait pas trop quoi en faire. Voilà, à voir éventuellement ce qu'ils arrivent à en tirer. Sur le principe, ça reste un lineman offensif, ça reste le choix facile, entre guillemets, le choix sûr. Reste à savoir ce que Zac Taylor va en faire. Une équipe qui a un thème cette intersaison, c'est Green Bay avec la défense. Ils avaient recruté du lourd, du Zadarius Smith, voilà, du pass rusher. Et là, ils rajoutent 2 joueurs. 12e position, Rashan Gary, defensive end de Michigan. Et en 21e position, Darnell Savage, safety de Maryland. Est-ce que ces 2 signatures te plaisent dans ce renouvellement défensif qui est le thème de l'année?
Alors, je pense que je vais me répéter un peu. Alors, Rashan Gary, j'aime bien l'idée. En effet, c'est un defensive end qui va être dans un poste qui lui convient, sur un poste de defensive end 34, où il va pouvoir faire apprécier sa vitesse, sa technique, enfin, où il va être capable de libérer des brèches, notamment aux nouveaux pass rushers qui sont arrivés dans le Wisconsin. Ouais, et puis Mike Daniels, c'est pas non plus de première jeunesse maintenant Non, mais ça reste globalement solide. Je sais plus, peut-être qu'il arrive en fin de contrat prochainement. Mais tu prépares derrière. Là, peut-être aussi, oui, peut-être aussi. Darnell Savage, j'ai plus de mal. Parce que Darnell Savage, je vois à peu près comment il évolue. Alors, oui, il a un sens de l'anticipation pour couper les trajectoires de passe. Mais pour moi, sur la couverture, il n'est pas extraordinaire. Et honnêtement, si on doit choisir entre Adrian Amos et Darnell Savage pour être titulaire d'emblée en tant que free safety, je pense qu'il vaut mieux y aller sur Adrian Amos, qui a également montré ses limites malgré tout, je trouve, du côté de Chicago dans cet exercice-là. Et c'est vrai qu'ils viennent de le signer, donc on va renforcer sensiblement le run stop avec 2 safeties qui sont capables d'apporter très clairement sur le run support. Après, sur la couverture, je m'inquiète un petit peu plus dans une division. Encore une fois, tu as notamment Matthew Stafford et Kirk Cousins. Ça peut être quelque chose à double tranchant, et il va falloir que le front 7 soit pleinement efficace, ce qui peut être le cas avec Mike Pettin, mais en tout cas, c'est ce qui m'interroge un peu plus, c'est la sélection de Darnell Savage. Pour le reste, on devait protéger Aaron Rodgers, pour l'instant, j'attends. Oh là là, je te sens... On devait protéger Aaron Rodgers, pour l'instant, j'attends. Voilà. Mais ne leur reproche pas, c'est un exercice global. On juge juste le premier tour. On juge le premier tour. T'as 2 choix pour le faire. J'ai privilégié la défense qui était déjà bonne l'année dernière. Ouais, c'était perfectible encore quand même. Comme l'attaque. Oui, non mais tout est perfectible. Ah bah oui, il faut bien faire des choix. J'ai l'impression que tu leur reproches ils auraient pris en attaque, tu leur aurais reproché de pas avoir pris un défenseur. Non, justement, pour moi j'aurais priorisé l'attaque. Bon. Christian Wilkins, défensif tackle de Clemson, c'est le 13e choix, il part aux Miami Dolphins. Alors les Dolphins, ils avaient le 13e, on se demandait peut-être quarterback, pas quarterback. Bon, là on le sait, pas quarterback. On peut dire qu'il y a un besoin, puisqu'ils ont que Ryan Fitzpatrick sous la main. On peut dire qu'ils louchent un peu sur la classe 2020. Oui, bah là, visiblement... On peut s'avancer un peu à le dire. Visiblement, là, ils sont partis là-dessus. Christian Wilkins, défensif tackle. Donc, on met un bonhomme au milieu de la défense. Bah, écoute, c'est compliqué de critiquer le choix dans le sens où ils avaient tellement de besoins, Miami. Oui, c'était dur de te décevoir à ce niveau-là. Ils avaient des besoins sur la ligne défensive en règle générale, quelques besoins sur la ligne offensive si besoin était, et en effet un quarterback, même si on se doutait un petit peu qu'il y allait avoir cette année de transition un petit peu volontaire pour éventuellement récupérer un quarterback assez haut l'année prochaine. Donc malgré la possibilité de récupérer Haskins, ils sont pas tenté leur chance. Christian Wilkins, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui sait faire plein de choses. Et qui correspondra bien à ce que pourrait en faire Brian Flores, qui aimait bien les linemen défensifs assez polyvalents du côté de New England. Là, en l'occurrence, avec Wilkins, il sera servi avec un joueur extrêmement complet, extrêmement physique, un leader qui hésite pas à mettre des coups de la corde à linge à Roger Goodell. Donc voilà, c'est un joueur téméraire, allons-y. C'est vrai que c'était lui qui a attaqué Roger Goodell. Mais non, j'aime beaucoup le joueur, et voilà, en effet, il faudra améliorer les tranchées. À défaut de choisir un quarterback du futur dès cette année, il faudra améliorer les tranchées, mais ça, je leur laisse encore une fois la possibilité de le faire lors des tours prochains. On commence par les lignes. Les Falcons, on y arrive, 14e. Oula. Alors, Chris Lindstrom en garde de Boston College, ça c'était le 14e choix, et donc en 31e position, Caleb McGarry, tackle de Washington, récupéré dans un échange avec les Rams qui avaient ce choix à l'origine. Donc, est-ce que tu aimes bien ces 2 nouveaux linemen, Chris Lindstrom et Caleb McGarry? C'est 2 joueurs que j'aime bien. Mais c'était pas les besoins prioritaires. Là, pour le coup, là, tu voulais adresser la défense. Moi, je voulais de la défense, ça va à mort. Quand tu prends limite 40 points par match sur toute la saison dernière, je veux bien, hein. Je veux bien Dan Quinn a récupéré les rênes de la défense. Visiblement, il a une haute opinion de ce qu'il est capable de faire. J'aime bien quand les coachs sont comme ça. Parce que quand c'est des coachs offensifs qui disent un quarterback, pas besoin. Celui-là, il me suffit. Bah là, il fait pareil avec votre défense. Bah ouais, mais moi je le dis, Dan Quinn, je respecte son passé de coordinateur défensif. Il a gagné un Super Bowl à Seattle en tant que coordinateur défensif, donc je ne doute pas de ses compétences.
Maintenant, c'est un boulot d'être et head coach et coordinateur défensif d'une équipe. Et quand tu changes rien à un roster défensif qui était quand même relativement perfectible pour rester mesuré, ça m'inquiète un peu. Après, enfin, parce que ça c'était le leitmotiv de Quinn et encore plus de Dimitrov, ce côté il faut être athlétique et bâcler le duel physique dans les tranchées qui reste une part prépondérante de ce jeu. Là, enfin, offensivement, ils se disent on va peut-être enfin réussir à développer ce jeu au sol qui n'arrive pas à être complémentaire de l'attaque aérienne. C'est vrai que c'était important à l'époque où il y avait du succès aussi. Oui, voilà. Mais encore une fois, moi je suis parfaitement d'accord avec cette logique de Lindstrom et de McGeary qui sont capables, qui sont de vrais projets, mais qui sont aussi capables de devenir titulaires assez rapidement dans cette équipe, avec efficacité. Mais d'un autre côté, il va pas falloir que Dan Quinn se rate sur la défense. Parce que si ça se rate, ça va se payer content, je pense, l'année prochaine. En 15, il y avait Dwayne Haskins aux Redskins, on en a parlé. 16, Brian Burns, edge rusher, Florida State. Tu peux parler du 26e choix des Redskins, du coup, en même temps? J'irai après, du coup, vu qu'on a déjà parlé d'Haskins. Pas de problème. Brian Burns, donc edge rusher de Florida State. Pour les Panthers, je t'ai senti rager parce que justement, tu aurais préféré avoir lui aux Falcons. Bah non, mais c'est un choix logique. Là, pour le coup, tu vois, les Panthers, ils aiment bien la politique du meilleur joueur disponible. Mais là, pour le coup, ils ont un vrai besoin sur le poste de pass rusher. Brian Burns, c'était pas loin d'être le meilleur joueur disponible en l'occurrence. Et c'était compliqué de se priver. Ils vont partir sur un système un peu hybride 43-34 avec Ron Rivera qui récupère un peu plus la main. Brian Burns a ce côté hyper athlétique, hyper longiligne, qu'en fait à la fois un defensive end ou un outside linebacker en fonction des situations. Donc là, au niveau du fit, au niveau de l'intégration dans la défense, je peux difficilement critiquer ce choix qui représente à la fois un besoin et en plus l'arrivée d'un talent brut du côté de Charlotte. Dexter Lawrence, 17e choix, c'était les Giants, on en a parlé. 18e, Minnesota Vikings, Garrett Bradbury, centre de North Carolina State. Ils avaient besoin sur la ligne offensive, où ça a été quand même très compliqué ces derniers temps. Est-ce que là, Garrett Bradbury, ça te plaît ? Alors Garrett Bradbury, ça me plaît. Je m'attendais plus à les voir prendre un garde, mais manifestement, ils ont dans l'idée de décaler peut-être Patel Florine, qui était l'ancien centre, pour pleinement donner ses rênes-là à Bradbury. Franchement, de ce qu'il a montré en termes de qualité athlétique, on rappelle que c'est un ancien tight end, donc il est quand même assez mobile, il a quand même un petit peu de coffre. C'est un joueur extrêmement solide et je pense que ce sera sauf blessure, ce que je vous souhaite pas, ce sera un pro bowler assez rapidement et c'est vraiment un talent brut. C'était le meilleur centre de cette classe selon moi et sauf erreur de ma part, ça a été le premier centre sélectionné. Donc non, c'est une bonne chose pour Minnesota qui améliore sensiblement un secteur qui était préjudiciable pour eux l'année dernière, en l'occurrence la ligne offensive. Donc bonne opération. Les Titans en 19e position, ils ont choisi Jeffrey Simmons de Mississippi State, un defensive tackle. Un nom, comment dire, pas glamour, mais ça sent le potentiel, quoi. Ça sent le joueur potentiellement excitant. Alors, ça reste un gros pari. Ouais. Puisqu'on le rappelle, il est blessé, oui, déchirure des ligaments croisés, donc possiblement une année off pour le défenseur de Mississippi State. Maintenant, oui, sans sa blessure, ça aurait été un top 10. Ouais, voilà. La preuve, c'est que là, en l'occurrence, avec une année off, il est 19. Donc, c'est vrai que c'est déjà pas mal. C'est qu'il y avait du potentiel et que c'était un joueur qui aurait été très demandé en l'occurrence. Va falloir patienter un an à Tennessee, dans une équipe qui certes est assez complète, mais qui manque de playmaker. Bah, il aurait pu faire l'affaire s'il n'avait pas été blessé. Après, il l'aurait sûrement pas récupéré à ce niveau-là, donc c'est un pari à un an, quoi. C'est ça. Donc bon, encore une fois, c'est pas un choix que j'ai critiqué parce que c'est un joueur. Je l'aurais peut-être vu dans une équipe qui, entre guillemets, aurait pu se le permettre. Je sais pas si Tennessee aura la capacité de vraiment passer outre parce qu'il y a quand même des questions, le poste de quarterback, même le poste de receveur, la ligne défensive, il y a quand même, pas la ligne défensive, mais le pass rush plutôt. Non, mais en fait, c'est très cruel parce que c'est un joueur hyper talentueux et en effet, c'est presque cruel au sens où, comme tu dis, c'est des équipes qui peuvent se le permettre
plus en fin de tableau encore, qui peuvent dire bon, nous on n'a pas de besoin immédiat, ouais. on peut prendre un choix du premier tour. Et comme tu dis, en effet, les Titans, ils avaient pas mal de choses à gérer probablement avant de prendre un pari à 1 an. C'est pour ça, mais le choix est intéressant, le choix est intriguant. Ça a l'air d'être un super joueur. On attend avec impatience de voir, en espérant qu'il revienne à son plein potentiel, comme l'a fait Jalen Smith à Dallas. Mais c'est sûr que oui, pour la saison de Tennessee, je sais pas s'il faut forcément être hyper optimiste à l'heure actuelle. Pour l'instant, en attendant le reste des choix. En effet, pour l'instant, c'est pas une aide immédiate. Les Broncos en 20 ont choisi Noah Fant, tight end d'Iowa, l'autre tight end d'Iowa. Donc 2 tight ends d'Iowa au premier tour, ça n'a pas dû arriver souvent, si c'est pas pour dire jamais. Le même que l'autre, et il y a un truc qui faisait un peu moins bien, c'était les blocs. Non, les blocs, ouais, c'est ça. Bon, les blocs, mais il est hyper athlétique, il a des bonnes mains, et là en l'occurrence pour Denver, dans un système où on sait que Joe Flacco a souvent été tight end friendly, pour ceux qui se rappellent notamment de ses connexions avec Dennis Pitta à la grande époque. Donc voilà, Joe Flacco, c'est un joueur qui s'arrête beaucoup en tout cas qui est très productif sur le jeu profond et sur les soupapes de sécurité plein centre avec les tight ends. Là, il aura Courtland Sutton pour prendre la profondeur, voire Emmanuel Sanders. Et du coup, Noah Fant, qui je pense va être une très bonne soupape pour lui permettre de s'intégrer correctement à cette équipe de Denver. Donc ça me paraît assez intelligent ce qui a été fait par John Elway, par les Broncos. Le 21e choix, c'est Darnell Savage des Packers, on en a parlé. Le 22e, c'est André Dillard, tackle de Washington State pour les Philadelphia Eagles, puisqu'il y a eu un échange, c'était les Baltimore qui avait ce choix à la base. André Dillard, tackle pour les Eagles. On renforce la ligne offensive. Oui, alors tu le disais en off, c'est sûr qu'ils ont un quarterback à protéger. Voilà, blessure au dos de Vance. C'est important. Ils ont signé Jason Peters pour une année, mais bon, il approche quand même des 40 ans, Pépère. Il y a Ali Poulivaïtaï qui est en backup, mais qui sentent vraiment la possibilité de le mettre en titulaire prochainement, je sais pas. Et alors j'avais un doute sur le fait que Lane Johnson soit bientôt free agent, mais j'en suis pas sûr du tout. Oui, il avait un gros contrat quand même, de mémoire. Donc, en tout cas, André Dillard, ça vient clairement ajouter de l'aide sur le pass pro. Donc ça, c'est pas négligeable, encore une fois, quand on voit par exemple on y reviendra tout à l'heure, mais que Washington s'arme un petit peu sur le pass rush, que les Giants plus ou moins en fait même si Dexter Lawrence c'est pas vraiment le profil d'un pass rusher, mais en tout cas ils améliorent sensiblement leur front seven et les tranchées en règle générale. Donc c'est important aussi de protéger un petit peu cette attaque et surtout ce quarterback sur lequel ils vont investir massivement maintenant que Nick Foles n'est plus là pour parer à tout imprévu. Donc c'est assez cohérent, je voyais pas vraiment d'autres grosses pistes à part forcément défensivement, peut-être sur la ligne défensive ou le backfield. Bon, là, c'est pas un choix qui me choque. Ça ajoute un petit peu de profondeur sur des postes où, faut pas l'oublier, il y a quand même quelques petits blessés qui arrivent au fil des saisons, donc ils anticipent si besoin. C'est un autre tackle, c'est Titus Howard, Alabama State, qui va en 23e position aux Texans. Alors la petite surprise, je me souviens t'avoir entendu dire quelque chose comme c'était sympa Bill O'Brien ou quelque chose comme ça. Titus Howard qui a donc la faculté, on l'a découvert. Je me souviens pas que t'aies parlé de lui dans la preview des tackles, non? Non, il était dans le troisième chapeau, mais du coup il était pas dans les noms. Ça c'était sûrement un oubli de ma part. Mais il n'y a pas de. Non, c'est un projet. Mais c'est ce qui m'embête un peu, c'est que est-ce que Bill O'Brien a le temps aujourd'hui d'avoir des projets sur la ligne offensive? Sachant que même avec une qualification en playoff, on peut pas dire que il assure vraiment ses positions, parce que ça passe de temps en temps, mais bon, les quelques fois où il va en playoff, il prend une fessée contre Kansas City à domicile, il est pas passé loin d'en prendre une grosse également contre Indianapolis cette saison. Bon, moi je veux bien, encore une fois, mais quand on voit le talent notamment défensif qu'il y a dans cette équipe de Houston, il y a quand même des questions à se poser. Et certes, Titus Howard, c'est un diamant brut, c'est un joueur qui peut être efficace notamment sur le pass pro, mais qui a énormément de choses à apprendre encore, qui sort de la petite fac d'Alabama State, et je vois pas auprès de qui il va apprendre, quoi. Matt Khalil, ça a quand même globalement été une déception dans la ligue.
Chantrell Henderson, bon, il est un peu en roue libre, mine de rien, depuis ses premières années. Et le dernier, c'est qui? C'est Julian Davenport, qui est pas non plus le tackle le plus impressionnant. Bon, bref, c'est un peu, ça me paraît un peu confus sur cette ligne offensive pour protéger efficacement Deshaun Watson, qui, doit-on le rappeler, a quand même une année quasiment blanche, sa saison rookie, en raison de blessures. Voilà, c'est ce qui me déçoit un petit peu. Après, bon, on peut pas dire que l'effectif de Houston, il y a des trous partout, ça reste assez complet, mais en tout cas, il y avait besoin de renforcer vite cette ligne défensive. Un besoin vital, ils l'ont pas considéré, alors que, enfin, ils ont trop pris le temps. Voilà, on va dire qu'ils font un pari qui, selon moi, est pas sans risque. Un peu trop long terme. C'est un peu comme Atlanta avec Dan Quinn. Tu fais le choix en devant renforcer un poste, de miser sur ce joueur-là. Bah, maintenant, il faut que tu en assumes les conséquences derrière. Josh Jacobs en 24, on en a parlé, c'est aux Raiders. Marquise Brown 25, c'est pour les Ravens, receveur d'Oklahoma. Premier receveur donc qui tombe à la 25e position. Est-ce qu'il va faire un bon duo avec Lamar Jackson? Ah bah oui, il court partout. Donc oui, c'est l'avantage, c'est le profil qu'il fallait. Bah, je sais que je l'avais mis dans la draft, la mock draft trade qui avait été publiée fin mars peut-être. Et c'est vrai qu'au final, tu te rends compte que c'est le receveur qui correspond le plus, parce que c'est le receveur qui est hyper menaçant sur les après réception, de par sa pointe de vitesse et sa bonne vision du jeu. On l'avait dit de façon un peu ironique après l'élimination des Ravens, mais on disait que Lamar Jackson aurait sans doute besoin d'un receveur efficace en screen. Bah, on est un peu dans ce profil-là quand même. Dans le profil du receveur oui, c'est le même. À qui on va donner les ballons, à qui on peut donner en tout cas des ballons dans le backfield offensif, et qui va pas se gêner pour prendre de vitesse ses vis-à-vis, et qui est capable parfaitement de prendre la profondeur également, hein. Je caricature grossièrement la chose, mais bon, donc sans moi qui caricaturais dans l'autre sens en disant il touchera plus de ballons, justement c'était le profil de receveur idéal pour qu'il touche des ballons avec Lamar Jackson. Tout à fait, ouais, ça permet de pouvoir écarter le jeu sans perdre de vue cette notion de vitesse qu'essaye de mettre en place l'attaque de Baltimore et John Harbaugh. On revient à Washington en 26e position avec Montez Sweat, edge rusher de Mississippi State. Alors ça, c'était quand même... Est-ce que c'est le... Je peux dire, est-ce que c'est le style de ce premier tour? Ça y ressemble en tout cas. C'est sûr que c'était un joueur qui était limite considéré top 10, avec ces fameuses rumeurs de mauvais diagnostics établis lors du combine. Oui, c'était plus ou moins un souffle au cœur, non, qui était diagnostiqué au combine. Voilà, et on a des échos comme quoi finalement ce serait possiblement une erreur, ou quoi que ce soit. En tout cas, dans le doute, ça n'a pas empêché certaines équipes de faire l'impasse, oui, clairement. Voilà, de faire l'impasse. Bon, apparemment, on fait l'impasse sur certaines choses, mais pas sur d'autres. On se rappelle de Garyon Conley qui avait eu des histoires... Oui, qui était accusé de viol, non Oui, voilà, c'est ça. Et visiblement, on avait dit, toi, finalement, on peut peut-être te prendre dans le premier tour. Bon, visiblement, Montez Sweat souffle au cœur. Alors, on fait un peu plus attention. Là, typiquement, Sweat, pour réussir une belle draft, j'ai envie de dire, ils ont rempli un besoin avec Dwayne Haskins, donc besoin joueur de talent en 15. Et là, j'ai envie de dire, ils se sont fait plaisir, quoi. Ils ont eu l'occasion. Ils ont des besoins sur le pass rush quand même, parce que Preston Smith n'a pas été le plus régulier, et c'est aussi ce qui explique son départ du côté de Green Bay. Alors ils ont de la relève avec Ryan Anderson, mais qui a pas encore prouvé grand chose en tant que titulaire du côté des Redskins. Non mais tu vois, typiquement des receveurs ça aurait été bien aussi. Ah bah oui, je peux te dire le contraire, ouais. Surtout qu'ils bazardent un deuxième tour au passage. Voilà. Donc c'est une classe homogène, et là encore faudra voir, parce que c'est quand même des besoins à considérer, et ça ce sera jugé sur pièce à l'arrivée. Disons qu'il y a aussi un petit côté, là c'est une bonne occasion, faut qu'on le fasse, quoi. Voilà, maintenant ils avaient besoin d'un quarterback avec la problématique Alex Smith, ils l'ont pris. Et ils avaient besoin d'un pass rush avec la problématique Preston Smith, ils l'ont pris. Donc je peux difficilement dire que ça comble pas des besoins, et que même si le poste de receveur me paraissait la priorité absolue, il y a des occasions à côté desquelles tu peux ne pas passer. Clairement. Et donc Montez Sweat, pass rusher complet, costaud, quoi. Donc, tout à fait. Qui peut parfaitement être efficace dans un système... pour moi, outside linebacker, c'est même le poste qui semblait mieux lui convenir par rapport à defensive end.
Donc voilà, son arrivée aux Redskins, ça me paraît avoir du sens. Le 27e choix, c'était Jonathan Abraham, Mississippi State, des Raiders, le safety, on en a parlé. Les Chargers en 28e position ont choisi Jerry Tillery, defensive tackle de Notre-Dame. Alors là, je te l'apprends, je le dis pour nos auditeurs, tu le savais pas. Donc Jerry Tillery, defensive tackle, on renforce la ligne défensive, on le met entre Joey Bosa, à côté de Joey Bosa. Oui, ça me paraît logique, ça me paraît complémentaire de ce que pouvait apporter Justin Jones, qui est un defensive tackle beaucoup plus physique, beaucoup plus axé sur le run-stop, alors que pour le coup, Jerry Tillery est un joueur un peu plus athlétique, un peu plus inconstant, je trouve, au cours de sa carrière du côté de Notre-Dame. On a parlé de ses écarts un petit peu comportementaux, mais bon, ça après, c'est pas le premier et ce sera pas le dernier. Mais en tout cas, voilà, dans ce qu'essayent de mettre en place les Chargers, avec notamment une défense vraiment renforcée. C'était une équipe assez complète. On sait que Brandon Mebane est plus là pendant une éternité. Corey Liuget est parti également pendant l'intersaison. Donc c'était important également de renouveler les forces en présence et d'apporter un petit peu de physique, mais aussi d'agilité au milieu de cette ligne défensive. Donc c'est une bonne chose. 29e, les Seahawks ont fait un choix. C'est un defensive end qui vient de Texas Christian. Oh, LG Collier. LG Collier. Alors, je me rappelle pas avoir entendu son nom dans les podcasts prévus non plus, non ? Alors, c'est un joueur qui a vraiment émergé sur le tard. Et justement, pour te dire, il n'était pas prévu initialement dans les fiches draft et il a été rajouté au dernier moment parce que, en effet, il présentait ce profil, on va dire. C'est un joueur qui a une vraie débauche d'énergie, qui est vraiment un joueur hyper physique, un bull rusher assez impressionnant. Je veux dire, sur le duel physique avec le tackle, c'est pas ce qui va lui faire peur. Il est peut-être pas ce qu'il y a de plus athlétique, en revanche. Il n'a pas pour un defensive end 43, comme ce sera le cas du côté de Seattle. Il n'a pas une énorme pointe de vitesse, il n'a pas une capacité à prendre le coin absolument délirante, il n'a pas une panoplie de moves qui pourrait lui permettre de surprendre le tackle si ça se passe pas bien. Et c'est vrai que pour le coup, ça, quand tu le mets en parallèle avec la sélection de Rasheem Green l'année dernière, c'est un peu de profils qui me paraissent un peu similaires. C'est-à-dire que tu lâches un Frank Clark qui, lui, pour le coup, avait ce côté aussi, avait cette capacité à justement surprendre son vis-à-vis, cette réactivité qui était assez détonnante. Et là, tu vas te retrouver avec deux profils, que ce soit Collier ou Green, qui sont déjà un peu plus dans le défi physique, un peu plus dans l'agressivité, mais qui vont peut-être avoir un petit peu plus de mal encore une fois, à percer, on dira, par d'autres biais à la poche. Donc, bon, encore une fois, c'est pas étonnant de le voir débarquer en fin de premier tour parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient à ce sujet. Mais c'est peut-être le profil qui m'interroge un peu pour les Seahawks à voir dans un futur proche. On peut être surpris que les Seahawks aient sélectionné quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément au premier tour. Ah, ça... Bon. 30e, DeAndre Baker, cornerback de Georgia pour les Giants, on en a parlé. 31e, Caleb McGarry, tackle pour les Falcons, on en a parlé. Et on termine donc avec le 32e choix, le choix des Patriots. D'après toi, ils ont fait quoi ? Parce que je ne le sais pas. Ils ont pris un defensive end, tu m'as dit ? Non. C'est quel poste ? Ils ont pris un receveur. Oh, Paris Campbell. Non. Kelvin Harmon ? Non. Non. Ils ont pas pris DK Metcalf ? Non. Ah, j'ai eu peur. Ils ont pris N'Keal Harry. Ah ouais ? D'Arizona State. Ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, déjà... Surprise donc ? Oui, surprise, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils prennent un roster, surtout avec une classe aussi homogène, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent un receveur aussi haut. Après, N'Keal Harry, c'est pas sans me rappeler le profil d'un Malcolm Mitchell il y a quelques années en provenance de Georgia. Un receveur assez grand, mais qui reste... alors, la vitesse, c'était pas sa faculté première à l'université, même si lors du processus draft, il n'a pas non plus... Enfin voilà, c'était pas hyper alarmant non plus. Maintenant, c'est un receveur physique qui, je pense, peut quand même être assez complémentaire de Julian Edelman, qui, paradoxalement, même sans vitesse, peut être
quand même capable de prendre à défaut les défenses adverses de par la bonne prise d'espace et la bonne vision du jeu en règle générale. Donc c'est un prospect assez intéressant, et en l'occurrence entre les mains de Josh McDaniels, de Bill Belichick, c'est quelque chose que j'attends de voir. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une mauvaise chose que les Pats aient considéré l'attaque et le poste de receveur. C'est sûr que la perte de Gronkowski a été assez importante à prendre en compte. Drafter un tight end au premier tour, ça semblait quand même un peu haut, même pour un Irv Smith. Donc voilà, écarter peut-être un petit peu plus le jeu, et on sait que les Patriots sont capables de le faire. Ce sera peut-être pas une mauvaise solution. Je serais pas étonné quand même qu'ils aillent reprendre un receveur un petit peu feu follet un petit peu plus tard dans la draft. Mais bon, pourquoi pas. J'ai peut-être defensive end également à surveiller, mais non, c'est pas illogique en tout cas, bien au contraire. Ça apporte un peu de taille et de costaud dans leur groupe de receveurs. Oui, c'est ça. Besoin, hein. Oui, tout à fait, parce que c'est sûr que Delman est assez petit, Dorsett est pas immense non plus. Ouais. Et pour le coup, je prenais l'exemple Mitchell, mais Patterson, c'était un peu dans cette idée-là. C'était un receveur assez grand, costaud, mais voilà, qui pouvait prendre qui pouvait avoir une bonne capacité d'accélération, même si clairement Harry n'est pas aussi rapide que pouvait être Patterson. Bon, ils prendront Hunter Renfro demain, et puis ça va être oui, ou Andy Isabella. Ils rajouteront ça. Voilà donc pour le résumé complet du premier tour de la draft. Petit jingle et puis un petit top flop. On termine, Greg, avec un petit top flop, et je te laisse aller te coucher. Allez, un petit top flop, coup de cœur, coup de gueule de ce premier tour de la draft. Qu'est-ce que j'ai dit en top T'as la liste sous les yeux finalement, parce que du coup j'ai un trou de mémoire. Pardon? T'as la liste finalement sous les yeux, parce que j'ai un trou de mémoire. Tu me l'as proposé en plus. Je t'avais dit qu'il était tard. Alors, il te faut. Qu'est-ce qui te plairait alors? Kyler Murray, Nick Bosa, Quinn Noah Williams. Fant, j'aime bien. Noah Fant à Denver, j'aime bien. Alors, Noah Fant à Denver. Ouais. C'est ton top. Ouais, et Brian Burns à Carolina, c'est mes deux choix les plus cohérents en l'occurrence dans cette draft. Alors moi je vais te dire, mon top c'est la draft des Redskins. Je suis content qu'ils aient Haskins et qu'ils se soient fait un petit plaisir. Je commence à bien aimer cette défense, mais vraiment bien aimer cette défense. Ton flop? Il y en a des trop faciles. Je la refais dans l'ordre. Murray, Bosa, Quinn Williams, Clelin Ferrell, Devin White, Daniel Jones, Josh Allen, TJ Hawkinson, Ed Oliver, Devin Bush, Jonah Williams, Rashan Gary, Christian Wilkins, Chris Lindstrom aux Falcons, Dwayne Haskins aux Redskins, Brian Burns Panthers, Dexter Lawrence Giants, Garrett Bradbury Vikings, Jeffrey Simmons Titans, Noah Fant Broncos, Darnell Savage Packers, André Dillard Eagles, Titus Howard Texans, Josh Jacobs Raiders, Marquise Brown Ravens, Montez Sweat Redskins, Jonathan Abram Raiders, Jerry Tillery Chargers, LJ Collier Seahawks, DeAndre Baker Giants, Caleb McGarry Falcons et Nkidari Patriots. Il y en a pas mal mine de rien. Non, bah écoute, j'ai parlé de Titus Howard tout à l'heure à Houston, mais bon, je suis pas trop présagé non plus. Jonathan Abram à Houston, à Oakland, je me suis gratté un peu la tête. Mais bon, après je vais revenir à ce que je disais, mais Atlanta. Allez, Atlanta, c'est compliqué de pas les mettre en flop. Pas de chance. Bon, bah, moi, pas convaincu par celle des Raiders. Le safety, le coureur, le Clelin Ferrell trop haut, je suis pas convaincu. Pas convaincu. Et voilà donc pour le premier tour de la draft. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. On finit d'enregistrer les 6h32, je peux vous le dire, voilà, très précisément. Donc on va monter tout ça, mettre en ligne et puis aller dormir un petit peu. Merci beaucoup Greg en tout cas pour tout le boulot abattu. Il reste encore un petit peu de draft, mais là on a passé le plus gros on va dire quand même. Donc on se retrouve bientôt pour un petit débrief quand même de tout ça. Un petit dernier, les gagnants, les perdants, on va faire un petit truc comme ça. Et puis après ce sera un peu plus l'intersaison. Là tu vas pouvoir te décontracter, pardon, faut que j'y arrive à le dire. Pas se découvrir encore en avril. Voilà, te décontracter après toutes ces fiches, toutes ces mock drafts, toutes ces analyses. Donc merci beaucoup en tout cas Greg, nous on se retrouve très bientôt et puis n'hésitez pas à continuer à suivre sur la draft sur le site, il y a plein de choses, il y a le résumé, l'analyse complète du premier tour à l'écrit si vous voulez aussi de l'écrit à lire, et puis il y a plein de choses, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux et le deuxième et le troisième tour qui arrivent très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à très bientôt sur Touchdown Actu. Ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ.
actu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en